Donc, si on veut continuer à avancer, en termes de propositions un petit peu plus concrètes, en se disant comment on peut organiser l'EPS au quotidien, on va essayer d'articuler deux bouts en fait. Ce qu'on a travaillé pas mal au CEDREP, c'est-à-dire les objets d'enseignement, les formes de pratique scolaire, voir un petit peu les thèmes, et en même temps ce qu'on vient de dire tout de suite, c'est-à-dire une perspective qui est dessinée. Alors bon, je reviens pas beaucoup sur cette citation de Keval, si ce n'est que pour insister sur le fait qu'on a une responsabilité aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça qu'on est hyper convaincus tous les deux de ça, c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment un moment particulier quoi, dans les années 2000 et plus, on est dans une situation qui n'est plus du tout celle des années 1980 ou celle des années 60, et que de ce point de vue-là, il y a un risque grand de voir des choses qui, éthiquement, de notre point de vue, ne sont plus acceptables. Devant cet état de fait, il y a plusieurs solutions. Soit on peut dire ça nous dépasse, c'est la mondialisation, je ne sais quel phénomène surplombant, et donc laissons faire et puis on verra bien. Soit on peut, c'est la piste qu'on propose, rentrer dans une éducation de la corporéité. Alors, on utilise ce terme-là, certes en référence à Merleau-Ponty, mais aussi pour éviter d'utiliser le mot corps qui, d'entrée, nous amène à la distinction que tu as évoquée, corps et sujet, ou corps et esprit, et des séparations qui nous vont pas du tout. Et donc c'est cette piste-là qu'on veut emprunter. Alors, si on voulait construire une éducation physique, il faudrait d'abord proposer une finalité. Donc la finalité qu'on pourrait proposer, c'est celle-ci, en relation avec les missions de l'École de la République. C'est de se construire effectivement comme sujet, mais la phrase que j'ai soulignée, en fait, c'est s'armer contre l'erreur dans l'usage de soi. Vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui est écrit actuellement. Dans l'article qu'on a écrit le dernier, moi je m'étais amusé à reprendre la finalité écrite par les collègues de Techno, et je vous assure qu'on peut faire un copier-coller, c'est quasiment ce qui est écrit là. C'est-à-dire qu'en Techno, la finalité, c'est l'émancipation par rapport aux usages qu'on peut faire des différentes technologies. C'est pas d'être un super pro de l'informatique, ou c'est pas d'utiliser plein de médias ou de supports numériques différents. Non, l'objectif de la technologie, c'est une émancipation, ou si on reprenait le terme de Canguilhem, une normativité, s'émanciper par rapport aux usages des objets du numérique. Comment ? Eh bien, en s'engageant effectivement dans des pratiques culturellement signifiantes et en s'y appropriant des savoirs qui permettent cette renormalisation. Alors je pense que maintenant, vous voyez un peu ce qu'on met derrière le terme de renormalisation, c'est cette capacité qu'aurait chacun à choisir librement les normes, qu'il l'organise à un moment. C'est sûr que moi, à 60 ans, je n'ai pas les mêmes normes qui m'organisent que quand j'avais 20 ans. Et si au CEDREP, à un moment donné, on a pu faire la confusion en se disant un pratiquant cultivé, c'est quelqu'un qui connaît bien les différentes pratiques culturelles, là, on revisite cette notion de culture. C'est-à-dire qu'on se dit quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui... C'est pas une culture au sens encyclopédique des choses, c'est une culture au sens où il a cette capacité à pouvoir choisir ou se mettre à distance ou revisiter ses contenants de pratiques, pour ne pas dire des contenants de pensée. Donc si on résume un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, vous voyez qu'on a un petit triangle qui fonctionne. Alors j'ai joué avec des petites lettres. On a le S de symbolique, on a le P de EPS. J'ai joué à essayer de croiser EPS et puis les trois corps. Donc le S avec symbolique, ça allait bien. Le P de physique, ça allait plutôt bien avec vital. Et puis le E d'éducation, ça allait plutôt bien avec le social. Et du coup, on se retrouve avec 6 champs d'expérience culturelle à visiter, 5 versants de l'activité adaptative à explorer, et 4 oppositions de normes à vivre. Et du coup, ça nous dessine un programme. Dans la mesure où ça nous dit, voilà, un élève éduqué, il faudrait qu'il passe par ça. Comment ça pourrait se goupiller un peu plus concrètement ?
Alors bon, c'est de la prospective, hein. J'ai essayé, j'ai pas d'établissement, je suis en UFR STAPS, on essaie de discuter quand même avec certains. Ça pourrait marcher un peu comme ça, c'est-à-dire en se disant, ben voilà, on va partir des champs du S, de symbolique. Le point de départ est important. On part des différents champs. On en choisit un, alors peu importe, hein, celui qu'on choisit, hein, et à partir de là, on va choisir une forme de pratique, une pratique physique ou sportive ou artistique, j'aurais pu rajouter le D, qui permet de faire vivre cette expérience. Hein. Et puis on va passer au P de corps vital. Et donc cette expérience culturelle va être l'occasion d'explorer. Bon, alors j'ai pris, alors vous devinez un peu, j'ai choisi mon terrain de jeu, quoi. Plutôt les activités de pleine nature. Vous n'aurez pas. Donc la coordination et l'escalade, on peut voir ça. Et puis on peut, à partir de là, vivre des normes différentes, qui peuvent être soit des normes de dépassement, on va chercher à grimper dans les difficultés, par exemple 5A, 5B, 5C, ou on peut, si ce que j'avais proposé quand j'étais venu vous voir, j'avais proposé une approche que j'ai maintenant expérimentée en milieu scolaire, que j'appelle le mouli-vache, qui est davantage sur l'accomplissement, sur la mesure, hein, et qui n'est pas du tout dans la recherche du dépassement. Et donc deux différences qui permettent de faire vivre effectivement deux normes différentes. Donc on pourrait réfléchir dans ce sens-là. Ce qui voudrait dire que à partir de là, on peut effectivement, je peux raccrocher avec ce que j'ai écrit sur l'escalade, où après on choisit un objet d'enseignement particulier, hein, qui peut être ce que j'ai expliqué, par exemple, être sur l'avant des pieds pour gagner en mobilité. Si on est sur un objet plutôt de niveau 1 dans une logique de dépassement, ou si on est dans une logique d'accomplissement, c'est ce qui se passe dans le mouli-vache, où on se retrouve suspendu à composer des équilibres différents, mais avec des tensions de cordes. Et du coup, on travaille effectivement sur cette dimension coordination et équilibre. Si on poussait un petit peu plus loin, on pourrait se dire que sur un cycle, hein, si on part sur des idées de 3 ans, on pourrait imposer, dans le cadre d'un programme, en disant on pourrait vivre 6 expériences culturelles différentes, 6 champs différents, explorer 3 fonctions, 2 normes, ça pourrait être intéressant. Alors bon, après, c'est bien sûr sujet à discussion, hein, et à critique. J'ai tenté de faire quelque chose d'un peu plus précis en disant, voilà, je vais prendre le cycle central, le cycle 4, donc avec les 3 années qui se déroulent, et en se disant, voilà, du point de vue du S, du symbolique, compte tenu des élèves aussi, peut-être ça serait intéressant d'explorer systématiquement la notion de performance, et surtout celle de vertige, plutôt en 5e. Plutôt la compétition et le contrôle de soi en 3e. Donc là, il y a à discuter, à échanger entre collègues. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un quitte à prendre ou à laisser, mais c'est mener une réflexion en se disant qu'est-ce qui, au regard des caractéristiques des élèves, du point de vue de l'âge où ils sont, hein, ils ne sont pas cycle 3, ils ne sont pas en lycée, quels sont les champs d'expérience culturelle qui seraient intéressants de faire vivre. On peut se poser exactement la même question du point de vue du développement des ressources en relation avec ce qu'on connaît, hein, du développement des élèves et des périodes critiques. Hein. Peut-être que effectivement la 5e, la question de l'énergie peut être intéressante à développer compte tenu de ce qu'on sait déjà. Peut-être qu'en 4e, reconstruire les coordinations et l'équilibre parce que les corps ont beaucoup bougé, ça pourrait être une dominante. Hein. Et peut-être qu'en 3e, discuter de la perception de la décision, on a à la fin, ça pourrait être aussi un compte tenu de l'évolution, de la capacité des élèves à pouvoir argumenter, on pourrait travailler là-dessus. Et puis pareil, dernier enjeu, hein, l'ordre est important, SPE, c'est pas, on peut pas le traiter dans... Nous, on choisit un sens, hein, qui est de partir du symbolique pour aller sur le physique et ensuite se poser la question des normes. Et là, bien sûr, ça peut se faire en relation avec les projets EPS, mais aussi les projets d'établissement. C'est-à-dire, sur quel type de normes on peut travailler. Alors, vous voyez, j'ai choisi des choses assez qui
paraissent comme ça assez faciles ou assez cohérentes, quoi. Choisir le masculin, féminin plutôt en 4e, la concurrence et l'harmonie en 3e. Et ça pourrait, de notre point de vue, constituer une ossature à réfléchir, bien sûr. Et à partir de là, les profs sont libres. Et c'est ce qu'on dit au CEDREPS aujourd'hui. Dans le débat sur les programmes qui a eu lieu autour des lycées, on était pour abandonner la liste des APSA nationales. Ça n'a plus de sens. Et du coup, après, on peut essayer de réfléchir à des thèmes. Alors, j'en ai proposé 2. Là, qui pourrait organiser un peu à la manière de ce qui se passe dans les autres disciplines la réflexion, et après charge aux collègues localement de définir, de choisir les pratiques, les objets d'enseignement, les formes de pratique et les compétences visées en relation avec leur contexte à eux spécifique. Oui, donc une première rupture, c'est celle dont on vous parlait tout à l'heure, c'est-à-dire passer d'une transmission du patrimoine culturel à l'expérience culturelle corporelle avec une dimension anthropologique, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas plutôt là, plutôt que de faire une forme d'encyclopédisme et d'accumulation de pratiques sociales en les juxtaposant dans des programmes, en disant je fais 6 heures de ci, puis 6 heures de ça, puis 6 heures de ci, c'est-à-dire une programmation d'APSA, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de faire une programmation coordonnée d'expériences culturelles à vivre avec des transversalités à traverser? C'est une question, c'est vraiment une question. La notion d'expérience était dans le premier jus des programmes lycée, le deuxième jus qui vient de sortir, ils l'ont enlevé. Vivre des expériences, manifestement, ça ne fait pas sens. Or, vivre une expérience athlétique, c'est amener les élèves à déclencher une activité athlétique. Qu'ils le fassent en athlétisme, qu'ils le fassent sur un vélo sur piste, qu'ils le fassent dans du ski boss, peu importe. Il ne faut pas mélanger ce qui relève de l'expérience vécue et du sens de l'expérience vécue et du type de motricité qu'on va travailler. Mais si on estime qu'il faut que chaque élève dans la scolarité ait vécu une activité athlétique et en ait compris le sens symbolique, imaginaire et existentiel, pour qu'ensuite il puisse discerner ou avoir envie de la continuer dans une APSA particulière, on aura fait notre boulot de ce point de vue-là. Alors, j'ai travaillé énormément sur la santé quand j'ai mené les recherches INRP dans les années 92, et il y avait quand même une composante, nous on était très attachés à la composante holistique, c'est-à-dire de ne pas penser exclusivement la santé sur un point de vue biologique ou physiologique, mais aussi de penser la santé de manière globale, et aussi de la santé mentale des élèves, c'est-à-dire de l'équilibre ou de l'harmonie qu'ils construisent entre les dimensions sociales, les dimensions affectives, les dimensions intellectuelles et les dimensions corporelles. Et donc la santé passe par un équilibre que l'on doit pouvoir trouver en s'émancipant des normes que la société nous impose. Vous connaissez ça, vous l'avez vu à la télévision, les gens qui n'arrêtent pas de faire des régimes, qui perdent 10 kilos, qui les reprennent et que ça devient une obsession dans leur vie de tous les jours, parce qu'ils sont incapables de trouver l'équilibre dans lequel ils se sentent bien. Dans le cadre du projet INRP que je menais à l'époque dans les années 92 sur la santé mentale, on l'a fait au travers des activités physiques artistiques. Et notamment de l'acceptation de toutes les facettes de ma personne et de ma psychologie. Parce que l'air de rien, on l'oublie aussi, ne proposer que de l'activité sportive, c'est forcément, du point de vue du féminin et du masculin, accepter de plonger tous les élèves dans des normes du masculin. Parce que je vais être un peu provocateur, mais au 19e siècle, c'est les hommes qui ont fabriqué le sport, pour eux, et pour prouver qu'ils en sont. C'est d'abord éminemment masculin. Conquérir des espaces, construire des trajectoires, avoir des activités de pénétration d'objets, pénétration dans la boxe, dans le basket, etc. C'est éminemment masculin. Et les filles qui veulent faire du sport doivent accepter de se plonger dans les normes masculines. Est-ce que les garçons acceptent de se plonger dans les activités féminines? J'ai vu à la Greg énormément de femmes, sans coup férir, traiter une leçon de football, traiter une leçon de rugby, traiter une leçon de boxe. Et j'ai vu des garçons arriver à la leçon, dire « je ne ferai pas la leçon parce que c'est une leçon de danse » et fermer leur chapeau et dire « je préfère avoir zéro que de traiter la danse ». Je l'ai vu 2 fois à la Greg, ça. 2 fois, je l'ai vu. Et le gars fermait son cahier et restait les bras croisés et on a été obligé de le garder 3 quarts d'heure sans un mot.
Il a refusé de traiter la leçon de danse. Un autre exemple sur le féminin et le masculin. Je me souviens, je parle toujours des inspections parce que je préfère parler des faits vécus et que j'ai vus dans les classes. Une enseignante en tennis de table qui avait fait une montante descendante qui l'avait amené à avoir des filles d'un côté et des garçons de l'autre. Quand elle allait voir les filles, elle arrêtait le jeu, elle rassemblait les filles autour d'elle et elle les faisait réfléchir sur les actions qu'elles avaient développées dans le jeu. Et quand elle allait voir les garçons, elle n'arrêtait pas le jeu, elle intervenait quand ils jouaient et elle les confortait sur les normes de vitesse, de rupture et de puissance. Et dans l'entretien, je dis mais pourquoi quand vous allez voir les garçons, vous intervenez sur un jeu qui ne s'arrête pas pour valoriser des actions de rupture et de puissance, et quand vous allez voir les filles, vous arrêtez le jeu et vous les faites réfléchir sur la finesse et les stratégies. Elle dit, je fais ça moi. Bah je dis, ouais, vous avez fait ça. C'est-à-dire qu'il y avait une représentation de ce que pouvait se représenter un élève fille, de ce que devait être le tennis de table, et une représentation de ce que devait être le tennis de table pour des garçons, et donc qui était préférable de s'aligner et de s'adapter et conforter les images du masculin chez l'un et du féminin chez l'autre. Là, c'est une question pour nous, c'est-à-dire est-ce que la motricité, c'est la confrontation des grandes catégories de problèmes moteurs, ou la sensibilité, le contrôle à des versants de l'activité adaptative. Nous, je vous signale que l'activité adaptative et intervenir sur l'activité adaptative des élèves, c'est loin. Alors là, pour le coup, c'est pas nouveau, c'est Robert Méran, c'est la FSGT, c'est des années 70. Et moi, j'ai rien lâché de ce point de vue. Vraiment. Ça a continué avec l'INRP dans les années 82, 90, 92, et je vous invite, pour comprendre l'activité adaptative, à relire, sans changer une ligne, le livre de Robert Méran, Lancer ou circuler, le basket au collège. Je vous invite à relire l'athlétisme de Raymond Delem au collège. Je vous invite à relire le livre de Marcenac sur l'EPS, le volley au collège, et le livre de Monique Loquet sur l'AGRS au collège. C'est 1992, et tous les cadres théoriques de la motricité et de l'activité adaptative sont dans ces ouvrages-là. Et ils n'ont tous rien lâché. Robert Méran est décédé, Raymond est à la retraite, il continue à écrire sur ces questions. Monique Loquet est toujours professeur d'université à Rennes, et n'a rien lâché de cette question. Et Jackie Marcenac est toujours à la revue Contre-Pied, EPS et Société, et travaille toujours sur ces questions-là. Ou tout au moins les défend. Alors la question du prof et de la norme, et là on revient à ce que disait Vigarello, le prof d'éducation physique se caractérise par la norme qu'il fait peser sur le corps de ses élèves. C'est Vigarello qui a dit ça. L'enseignant d'éducation physique se caractérise par la norme qu'il fait peser lors de ses interventions sur le corps de ses élèves. Alors nous, on dit que dans les formations initiales, il faudrait que les enseignants s'interrogent sur les propres normes qui les traversent. Et comment, par leur comportement, leur manière d'intervenir, la façon de poser des dispositifs, leur façon de circuler dans les élèves, ils imposent ou pas des normes. Et quel type de normes? Et comment ils les comprennent? C'est une vraie question, parce qu'elles sont insidieuses et circulent à bas bruit dans l'acte d'enseignement. Donc, comment aider les élèves pour qu'ils puissent aider les élèves à mettre les normes corporelles à distance? Il faut impérativement être au clair sur les normes que l'on véhicule. Regardez sur les textes du bac concernant le badminton. Je vous donne un exemple. Les filles attrapaient des bananes, mais vraiment des bananes. Or, je vous signale, il y avait 31 APSA au baccalauréat. Le badminton représentait à lui tout seul 15 000 notes dans l'Académie de Lille sur 120 000 notes posées. Pour vous donner un ordre de comparaison, le javelot ou le judo, c'était 80 notes. Vous voyez ce que ça représente. Ça veut dire que le badminton, c'est massivement enseigné. Or, les filles étaient majoritaires, enfin, étaient nécessairement nombreuses à prendre badminton, et elles prenaient des sales notes. Et on s'est aperçu, au niveau de l'institution, que la nature de l'acte évaluatif était un acte évaluatif qui valorisait la dimension masculine du jeu. C'est-à-dire que si vous étiez capable de rompre l'échange en utilisant la force et la puissance, vous marquiez des points. Mais si vous gagnez le point par la finesse de la stratégie, ça ne rapportait rien. Et donc il a fallu reconstruire une évaluation qui permette autant aux filles qu'aux garçons de pouvoir gagner des points.
Ben, c'est ça des normes insidieuses. Elles sont aussi présentes dans les outils d'évaluation. Alors, on a bien aimé, Serge, la phrase de Michel Serres. Je suppose que les professeurs de gymnastique sont les plus sages professionnels du monde et qu'ils sont vraiment des professeurs d'éducation physique, que le sport est pour eux le cadet de leurs soucis. C'est provocateur, mais je trouve que c'est pas mal. En conclusion de cette intervention à deux voix, d'un côté, une société qui joue sur le symbolique, l'émotionnel, de manière diffuse. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est-à-dire que la société joue sur le symbolique et l'émotionnel, mais de manière diffuse. Et de fois de manière confuse. C'est-à-dire que de manière insidieuse, par l'usage public et politique du corps et de la pensée, on met en place des normes. On essaye de les imposer. Alors quand on parle de la société, c'est tous les corps de la société. Quand vous voyez qu'on met en place le Conseil économique et social, met en place une consultation compte tenu du contexte avec les Gilets jaunes, et que vous voyez que les groupes catholiques radicaux sont capables de contaminer les propositions en demandant un retour sur la loi Taubira et sur le mariage homosexuel, vous vous rendez compte que les affrontements et les tensions sur la corporité, le genre, le masculin, le féminin, sont très fortes, et que la société, de manière confuse ou diffuse, peut créer des tensions sur ces questions. Et donc il est fondamental pour nous que, entre cette société-là et l'école qui défend des approches rationnelles et instrumentales du corps, qui minorent les dimensions sensibles et symboliques, il faut que nous, on redonne du sens à ces questions. Et je pense que c'est la façon dont Serge vous l'a montré tout à l'heure, entre d'un côté les expériences, les activités, la façon de les articuler pour construire des formes de pratiques sociales dans lesquelles ce n'est pas que la motricité qui pilote la construction de la forme de pratique scolaire, mais aussi le symbolique, l'émotionnel, au travers de questions centrales dans la société actuelle, par exemple le féminin et le masculin, c'est fondamental pour le prof d'éducation physique d'aujourd'hui. Donc pour finir, le PS se doit de proposer un rapport émancipé aux usages du corps dans la société d'aujourd'hui, un rapport à soi lucide et cultivé qui permette de faire des choix de pratique en toute connaissance de cause, et orienté vers un bien-être positif et librement choisi. Merci à tous.